Maintenant que nous avons vu l'aspect théorique des équilibres acide-base, concentrons-nous sur les méthodes à utiliser en exercice. En effet, une des difficultés de ce chapitre, c'est qu'il ne suffit pas de bien connaître les définitions, mais qu'il faut aussi savoir aborder avec beaucoup d'organisation et de rigueur les exercices pour s'en sortir. La première méthode que nous allons voir, c'est la méthode générale pour calculer le pH d'une solution qui a été réalisée en ajoutant plusieurs acides ou bases dans de l'eau. La première chose à faire dans ce type d'exercice, c'est faire la liste de toutes les espèces présentes en solution à l'instant initial et de les organiser en fonction de leur pKa. Pour ça, on peut faire un axe de pKa dans lequel on met tous les couples qui interviennent et on entoure les espèces présentes. Attention, s'il y a des acides forts ou des bases fortes, plutôt que de mettre l'acide fort ou la base forte, on met directement H3O+, à la place de l'acide fort et HO- à la place de la base forte, puisque comme de toute façon l'acide fort et la base forte est instantanément détruit et de façon totale quand il rentre en solution pour former H3O+, ou HO-, eh bien il est inutile de le référencer sous sa forme non dissociée. Ensuite, on va appliquer la méthode de la réaction prépondérante en s'appuyant sur l'axe de pK que l'on a dessiné pour prévoir quelles sont les réactions de plus grande constante. Alors, l'idée de la méthode de la réaction prépondérante, c'est une méthode très générale qu'on peut utiliser pour d'autres réactions que les calculs de pH, mais en général, on l'utilise quasiment que pour ça. Donc, comme elle est générale, elle est dans le chapitre TR1, mais je n'ai pas fait de vidéo dessus dans le chapitre TR1, puisqu'on va surtout l'appliquer dans ce chapitre-là. Toutefois, vous pouvez la retenir comme une méthode, voilà, qui vaut pour toutes les réactions un peu de ce type-là. Alors le principe de la méthode de la réaction prépondérante, on va le revoir justement maintenant, c'est d'arriver à simplifier l'exercice qu'on vous propose en trouvant ce que l'on appelle un système équivalent au système initial. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système équivalent? C'est un système qui est différent du système initial, mais qui va, une fois arrivé à l'équilibre, avoir le même état d'équilibre. Et c'est très intéressant parce que nous, ce qu'on cherche, c'est le calcul de pH d'une solution à l'équilibre, hein, bien sûr, parce qu'une fois qu'on a mélangé tous les acides et les bases ensemble, ça va s'équilibrer, et ce qu'on veut, c'est le pH final, une fois que toutes les réactions sont terminées. Donc, si on trouve un système qui est différent du système initial, mais qui, une fois à l'équilibre, sera identique, c'est-à-dire donnera le même résultat, et que ce système est plus simple pour faire les calculs, ben dans ce cas, autant résoudre l'exercice avec ce système-là plutôt qu'avec le système qu'on vous donne. Donc c'est ça la méthode de la réaction prépondérante. Et on va voir tout de suite comment l'appliquer, quels sont les grands principes qu'on utilise dedans. Pour ça, je vous renvoie au poly TR1 que nous allons relire là dans cette vidéo et sur lequel il y a donc la méthode de la réaction prépondérante. Étudions la méthode de la réaction prépondérante. L'objectif de la première étape de cette méthode, qui vraiment la caractérise, c'est d'obtenir un système équivalent à l'état initial qu'on vous demande, qui est beaucoup plus pratique. Pour cela, il faut qu'on arrive à transformer le système initial en un nouveau système dans lequel toutes les réactions ont des constantes inférieures ou égales à 1. Et il faut le faire de façon très méthodique. Comment on fait cela? Eh bien tout simplement, on fait un test du système initial. On se pose la question, y a-t-il des réactions dans le système initial qui ont des constantes thermodynamiques strictement supérieures à 1? Alors si c'est pas le cas, génial, pas besoin de s'embêter avec la méthode de la réaction prépondérante, on peut directement continuer. Si par contre il y a des réactions qui ont une constante supérieure à 1, il faut les éliminer. Mais évidemment, on ne peut pas juste les supprimer, parce que sinon on obtient un système qui n'aura pas le même état final. Il faut faire en sorte d'obtenir un autre système, un nouveau système équivalent, dans lequel elles n'apparaissent pas, mais qui donnera quand même le même état final. Et pour ça, donc pour créer ce système équivalent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la réaction de plus grande constante thermodynamique qu'à standard, et on la fait avancer au maximum comme si elle était totale, pour obtenir un nouveau système. Et ce nouveau système, dans ce nouveau système, la réaction n'apparaît plus, puisque comme on l'a déjà fait avancer à son maximum, eh ben, elle ne peut plus se faire. Et pourtant, ce système, il reste équivalent au système initial. Donc on fait ça, ça supprime déjà la réaction de plus grande constante, et ensuite on fait le test. Une fois qu'on a supprimé cette réaction en la faisant avancer au maximum, dans le système équivalent qu'on obtient, y a-t-il des réactions qui ont une constante supérieure à 1? S'il y en a encore, alors, à nouveau, on prend celle de plus grande constante, et on l'élimine en la faisant avancer comme si elle était totale. Et on le fait comme ça autant de fois que nécessaire pour que toutes les réactions de constante strictement supérieure à 1 soient éliminées. Une fois qu'on a terminé et que au moment du test du système, la réponse A, y a-t-il des réactions de constante supérieure à 1 et non, on peut passer à l'étape 2, qui est de déterminer l'état d'équilibre de ce système équivalent simplifié. Et cette étape 2,
Elle correspond tout simplement, voilà, à déterminer l'état d'équilibre en considérant qu'il n'y a qu'une seule réaction, celle de plus grande constante. Dans le système équivalent obtenu, on considère que la réaction de plus grand cas standard est en fait seule. C'est elle qu'on appelle la réaction prépondérante. Et pour déterminer sa composition à l'équilibre, eh bien, on fait tout simplement la méthode avec ou sans hypothèse qu'on a vu dans le chapitre T1, donc tableau d'avancement, recherche de l'avancement inconnu, et ensuite détermination de l'état d'équilibre. Pour la suite, on peut vérifier rapidement que la méthode de la réaction prépondérante ne donne pas de résultat aberrant. Mais pour ça, je vais revenir sur la méthode de calcul de pH du chapitre TR2 qui inclut en fait les étapes 2 et 3 dans la méthode elle-même. Voilà. Revenons sur la méthode générale de calcul de pH. Donc, premièrement, on a fait la liste de toutes les espèces et on a fait un axe de pK. Grâce à cet axe, on a pu voir quelles étaient les réactions de plus grande constante et on a pu appliquer la méthode de la réaction prépondérante pour avoir un système dans lequel il n'y a qu'une seule réaction de constante, dans lequel on considère qu'il n'y a plus qu'une seule réaction qui a une constante inférieure ou égale à 1. Ensuite, on peut trouver l'avancement volumique grâce à un tableau d'avancement de cette réaction, en faisant donc une hypothèse en général, mais on n'est pas forcément obligé. Et à la fin, la seule chose qui nous restera à faire, parce qu'une fois qu'on obtient directement l'état d'équilibre, on n'a plus qu'à calculer directement le pH en faisant différentes formules de calcul de pH à l'équilibre. La seule chose qui nous reste à faire, une fois qu'on trouve le résultat, c'est vérifier que la méthode de la réaction prépondérante ne donne pas un résultat absurde. On verra qu'en effet, dans le cas de très grande dilution, des fois, cette méthode-là n'est pas applicable et qu'elle donne des résultats qui sont complètement délirants. Donc, il faut quand même faire une vérification rapide que ce que vous obtenez, ça a du sens. Dans l'ancien programme, cette vérification de la méthode de la réaction prépondérante, elle donnait lieu à des calculs et à quelque chose d'assez mathématique. Aujourd'hui, dans l'état d'esprit du programme, on va plutôt vous demander d'utiliser votre notion qualitative de la chimie, en analysant voilà, le résultat obtenu et en voyant s'il est cohérent, puisqu'on est de moins en moins dans une approche mathématique, mais de plus en plus dans la compréhension. Et on le verra à travers les exemples d'application justement qui suivent. Ces exemples d'application de calcul de pH sont très importants, parce que pour bien comprendre la méthode de la réaction prépondérante, il faut vraiment aller s'entraîner à l'appliquer dans différents cas et voir qu'elle n'a pas exactement toujours la même allure en fonction des exercices. Même si on l'applique toujours de la même façon, eh bien en fonction des cas, elle ne va pas forcément avoir le même développement. Alors, si vous avez bien compris la méthode, que vous avez des bons souvenirs de l'année dernière, vous pouvez essayer de faire ces exemples d'application avant de regarder la correction. De cette façon-là, vraiment, vous essayez par vous-même, puis ensuite vous regardez la correction. Si par contre vous sentez que vous êtes un peu fragile sur le sujet, regardez dans ce cas la correction pour bien assimiler la méthode, mais ensuite refaites les exercices sans regarder la correction par vous-même et regardez si vous arrivez à trouver le même résultat pour voir si vous avez bien réussi. Commençons par le cas le plus simple, le calcul de pH d'une solution dans laquelle on a simplement de l'eau et dans laquelle on ajoute un acide fort. Donc la première question qu'on vous demande, c'est calculer le pH d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 10,4 mol par litre. Puis ensuite, le cas d'une concentration 10,10 mol par litre. Appliquons la méthode étape par étape pour que vous puissiez vraiment voir comment cela fonctionne. Donc, premièrement, faire un axe de pK des espèces présentes. Pour faire l'axe de pK, donc, ne pas oublier que il y a une espèce qui est toujours présente, c'est l'eau, puisqu'on est toujours dans l'eau quand on fait des calculs de pH. Autrement dit, vous aurez toujours deux couples qu'il faut connaître par cœur à mettre sur l'axe de pK, le couple H3O plus H2O et le couple H2O HO-. Ensuite, si vous faites un axe de pK vertical, pensez bien à mettre les bases à gauche, les acides à droite. C'est une nomenclature qu'on utilise aussi pour les réactions redox, pour les réactions de complexation. On met toujours l'accepteur à gauche et le donneur à droite. Ici, l'accepteur, c'est la base, puisqu'elle accepte le proton H+. Et donc, les deux couples à connaître par cœur, c'est le couple H3O plus H2O de pK 0 et le couple H2O HO- de pK 14. Ici, dans l'exercice, on vous dit que c'est une solution d'acide chlorhydrique de concentration 10,4 mol par litre. Comme l'acide chlorhydrique est un acide fort, alors il n'intervient pas directement dans l'axe de pK, puisqu'il est totalement détruit dès son contact avec l'eau, donc il se transforme en H3O+. Autrement dit, dans l'axe, on va faire intervenir donc H3O+, qui est présent grâce à l'ajout de HCl, et puis H2O qui est présent parce que tout simplement on est dans l'eau. Donc il faut entourer ces trois espèces-là, mais pas entourer HO-, parce qu'à aucun moment on vous dit qu'on a rajouté
une base forte. Passons maintenant à la deuxième étape, la méthode de la réaction prépondérante pour créer un système équivalent tel que la réaction qui a la plus grande constante thermodynamique est une constante K standard inférieure ou égale à 1. Avant toute chose, rappelons comment on fait pour calculer les constantes K standard dans le cas de réaction acide-base. Pour ça, on va utiliser une formule qu'il faut retenir absolument, qu'on a démontrée dans la partie théorique, qui est celle-ci. Lorsqu'on fait réagir une base avec un acide, la réaction aura une constante K standard égale 10 puissance fois le pKa du couple de la base moins le pKa du couple de l'acide. Vraiment une formule fondamentale puisque c'est grâce à cette formule qu'on va pouvoir calculer les K standards et donc faire la méthode de la réaction prépondérante. Qualitativement, on voit que, au vu de cette formule, la constante thermodynamique d'une réaction acide-base sera plus grande si la base qui réagit à un pKa haut et si l'acide qui réagit à un pKa bas. Autrement dit, c'est pour ça qu'on dit qu'une base forte, c'est une base de pKa élevé, et un acide fort, c'est un acide de pKa bas. Également, c'est pour ça qu'on dit que la réaction qui aura la plus grande constante, c'est la réaction de la base la plus forte, donc de pKa le plus haut, avec l'acide le plus fort, donc l'acide qui a le pKa le plus bas. Alors dans cet exercice, si on applique ceci pour trouver la base la plus forte, l'acide le plus fort et la valeur de la constante de réaction. Ici, dans les bases, une seule base est présente puisqu'on n'a pas entouré H-. Donc il n'y a qu'une seule base, comme ça il n'y a pas besoin de s'embêter, c'est forcément H2O la base qui va réagir. Dans les acides, on a deux acides, H2O et H3O+. L'acide le plus fort, c'est celui qui a le pK le plus bas, c'est donc H3O+. Autrement dit, ici, la réaction qui a la plus grande constante dans le système que l'on étudie, c'est la réaction de la base la plus forte présente, H2O, avec l'acide le plus fort présent, H3O+. Ce qui est très particulier, c'est qu'ici on fait réagir H2O et H3O+ ensemble, alors qu'en fait ils appartiennent au même couple acide-base. Normalement, on fait réagir des espèces qui appartiennent à des couples acide-base différents. Quand on fait réagir H2O et H3O+ ensemble alors qu'ils appartiennent au même couple, ça donne cette réaction-là. H2O peut capter le proton de H3O+, pour se transformer en H3O+, et dans ces cas-là, H3O+, qui aura donné son proton se transformera en H2O. Autrement dit, on aura H3O+, plus H2O donne H2O plus H3O+. On voit qu'en fait, cette réaction, elle ne fait rien. Et d'ailleurs, si on calcule sa constante, ça fait 10 puissance fois 0, enfin 10 puissance 0 moins 0, ça fait 10 puissance 0 qui fait une constante de 1. Autrement dit, on a une réaction qui ne fait rien du tout, puisque H3O+, plus H2O donne H2O plus H3O+, c'est la même chose, et qui en plus a une constante de 1. C'est pour autant, on applique quand même la méthode de la réaction prépondérante, c'est quand même la réaction de plus grande constante ici. Donc on va considérer que c'est la seule réaction qui a lieu si on applique la réaction prépondérante. Et comme elle a une constante déjà inférieure ou égale à 1, pas besoin de transformer le système. En fait, le système de départ est déjà tellement simple qu'il est inutile de trouver un système équivalent plus simple. Alors, normalement, dans l'étape suivante, il faut trouver l'état d'équilibre de cette réaction prépondérante pour calculer le pH à l'équilibre. Mais ici, on voit que la réaction prépondérante qu'on étudie, donc on va la considérer comme étant la seule réaction qui se produit dans le système. Bon, on voit que c'est une réaction qui ne fait rien, en fait. Concrètement, vous pouvez dire que c'est une réaction sans effet. Voilà. Donc, comme la seule réaction que l'on considère dans ce système est une réaction sans effet, ça signifie que le système est tout simplement déjà à l'équilibre. Donc pour calculer le pH à l'équilibre, il suffit d'appliquer la formule en disant on est déjà à l'équilibre, donc le pH à l'équilibre, c'est pH égale moins log de la concentration en H3O+ à l'équilibre. Concrètement, vous pouvez rédiger comme ça, en disant la réaction prépondérante étant une réaction sans effet, le système est à l'équilibre. Donc la concentration en H3O+ à l'équilibre, c'est la concentration d'HCl ajoutée, c'est 1,10-4 mol par litre. On a donc pH égale moins log de cette concentration. Or, moins log de 10 moins 4, ça fait 4. Ça, c'est un petit calcul qu'il faut arriver à faire de tête pour aller plus vite. Moins log de 10 puissance moins x, ça donnera x. Enfin, dernière étape, vérifier la cohérence du résultat. C'est un résultat cohérent. On a placé un acide en solution. Et on obtient une solution de pH 4, donc inférieur à 7, une solution de pH acide. C'est tout à fait logique. En réalité, ce genre d'exercice, ça devrait être très rapide à rédiger. Voici ici un exemple de rédaction tel que vous pourriez la faire au concours pour aller vite. D'abord, le bilan des espèces présentes, puis l'ARP,
Et enfin dire que c'est une réaction sans effet, donc qu'on a l'équilibre, calculer le pH et faire un commentaire sur le fait que c'est cohérent.